Et mesdames et messieurs, nous allons recommencer la dernière partie de la... Enfin, reprendre la dernière partie de la journée. Et ça va commencer par la diffusion de la dernière vidéo qui a été faite par notre collègue Ludovic, des PEP d'Eure-et-Loir, et qui est une vidéo qui concerne un petit garçon dont le papa est intervenu tout à l'heure, ce matin. Et voilà, donc on va vous la passer avant l'intervention des autres collègues concernant l'inclusion scolaire, entre autres. Donc moi je suis Sandrine, je suis la belle-mère d'Adrien. Et Victor Mouton, donc le papa d'Adrien. Pour nous l'inclusion c'est une chance pour Adrien, de pouvoir avoir une formation d'un côté aux dames qui lui apporte la structuration scolaire, et de l'autre côté dans son école de proximité, qui lui permet d'avoir toujours un pas dans le circuit entre guillemets normal de la scolarité, de pouvoir rencontrer des enfants qui soient de tous bords, de tout horizon. Merci. Je pense qu'en effet c'est une grande chance, c'est le maître mot, l'inclusion est une chance. Et c'est d'autant plus une chance pour lui que c'est également une chance pour les enfants qu'il rencontre, puisque cela permet également à des enfants dans un circuit dit classique ou normal d'être sensibilisés enfin dès leur plus jeune âge au handicap ou aux spécificités. Alors, nous vivons à la campagne, nous avons cette chance, dans une maison où Adrien peut aussi bien profiter des activités du jardin et bénéficier des avantages de la campagne, découvrir tout ce qui concerne l'agriculture qu'on a autour de nous, les animaux. Donc on a cette chance de ne pas être enfermé en ville, je dirais, qui pour moi est formateur pour un enfant, de pouvoir être à l'air libre. Alors, depuis la rentrée, Adrien fait du judo. Le choix du judo nous a paru être le meilleur choix, puisque le judo comporte des valeurs d'esprit d'équipe, de respect de l'autre, et il ne fera que l'aider encore plus à se structurer aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Je pense que au-delà des activités à l'extérieur et des activités en établissement, les choses ne peuvent fonctionner que s'il y a une stimulation et des activités au sein même de l'intérieur de la cellule familiale. Et beaucoup de choses ont été faites de ce point de vue-là. Adrien notamment travaille sa communication et son expression au travers de la peinture, mais également au travers de jeux, de circuits de sport au parc, etc. Et je pense que les choses à l'extérieur ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où il y a une stabilité et une énergie qui est donnée, une impulsion qui est donnée au sein de la cellule familiale. Ça se répartit sur plusieurs types de choses. Adrien aime beaucoup s'exprimer au travers de la peinture, qu'il pratique avec moi actuellement. Ensuite, c'est beaucoup de sport. Donc il aime bien jouer au ballon avec son papa, ses cousins. Et il est toujours intéressé par des activités de construction. Donc il fait avec son grand-père, souvent. Il apprécie notamment dans cette activité-là, non pas l'acte de finalisation, mais plutôt la méthode de construction. Donc voilà, il y a un esprit de savoir comment sont faites les choses, plus que de jouer après avec. Pour vous donner un exemple, je lui ai offert un Transformers. Son intérêt a été de voir comment le Transformers a été fait, donc c'est de le transformer du personnage en camion, et ensuite de le détransformer pour pouvoir comprendre le mécanisme. Le plus important, c'était ça pour lui. De comprendre comment sont faites les choses, plus que de véritablement jouer avec. Jusqu'à la fin de l'année, il avait 2 demi-journées par semaine dans son école d'inclusion. Et à partir de cette rentrée, devrait se mettre en place une 3e journée d'inclusion, puisque son inclusion se passe très bien depuis 2 ans, il ne fait que progresser. Il nous a paru intéressant qu'il puisse continuer cette inclusion avec une 3e demi-journée. Le but n'étant pas d'accélérer les choses, mais c'est d'aller pas à pas en fonction de son avancée à lui, puisque notre priorité reste celle d'Adrien. Alors Adrien est un petit garçon qui rêve d'autonomie.
aujourd'hui. Et c'est le rêve que je porte, en tout cas pour lui aussi. C'est que dans sa vie d'adulte, il soit autonome, qu'il puisse avoir son propre travail, et puis pourquoi pas sa propre vie de famille plus tard. Je rajouterais que ce désir d'autonomie rejoint un petit peu la première question sur la notion d'inclusion. Parce qu'en fait, ses camarades de classe aujourd'hui seront potentiellement peut-être ses collègues, ses amis demain dans le monde. Et le fait de pouvoir sensibiliser les enfants d'aujourd'hui au handicap et à la spécificité l'aideront très certainement, je garde espoir, à s'inclure plus facilement dans le monde du travail et dans la société de demain. Donc cette démarche d'inclusion est là encore une grande chance et dans les deux sens. D'autant plus que c'est un enfant qui aime être entouré de ses amis, entouré de sa famille. Donc je pense qu'il sera très heureux d'être entouré de ses collègues plus tard et d'avoir ce cercle amical que tous on a quand on est à l'âge adulte. Il nous a appris quelque chose, c'est que la confiance va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on lui demande de nous faire confiance et que c'est à nous aussi de faire confiance à l'enfant parce qu'il a des capacités et qu'il a su nous les montrer chaque jour un peu plus. Je crois qu'il y a vraiment une transformation des deux côtés, à la fois une transformation des parents et une transformation de l'enfant. Les deux vivent en symbiose d'une certaine manière, avant qu'une réelle autonomie ne soit prise. Et je pense que le regard qui est porté par les parents sur l'enfant est radicalement différent lorsque l'enfant a une spécificité. Il y a en effet une forme de compréhension, une forme peut-être d'écoute qui n'est pas meilleure qu'un autre parent, mais qui est juste différente. Et je crois qu'en effet, il faut faire confiance à l'enfant, parce que l'enfant nous a également en retour quelque part largement rééduqués sur notre vision à la fois de l'enfant, mais aussi de l'adulte et de sa perception de la différence, du handicap et des spécificités. Et ça a été une grande joie de se voir dans l'obligation de se transformer en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, on va poursuivre du coup sur le dernier temps de cette journée. Pour cette seconde table ronde, du coup, je vais appeler les différents intervenants. Madame Lebris, Monsieur Cassis, Madame Lemazurier, Monsieur Zambon, Monsieur Auboin également, s'il vous plaît, à me rejoindre. Avant d'introduire un petit peu le sujet de cette table ronde. Vous pouvez vous installer directement. Brièvement, du coup, pour introduire ce dernier temps, vous avez saisi qu'au fil de la journée, on a d'abord essayé d'avoir une approche assez large, assez globale de ce que c'est que ce concept de société inclusive, qui a aussi par ailleurs été très bien incarné. Et puis, au fur et à mesure de la journée, on voulait arriver à zoomer un petit peu plus sur les impacts et puis les transformations que ça implique sur le secteur médico-social. C'était bien évidemment le sens aussi de l'intervention de M. Gégère, intervention qu'on a souhaité à la fois compléter puis mettre en relief aussi par des témoignages de différents acteurs du secteur médico-social que je vais présenter tout à l'heure. Pas tant dans l'idée d'en faire une vitrine, c'est vraiment pas l'optique dans laquelle on a préparé cette journée-là, mais d'abord pour pouvoir témoigner, se faire écho aussi un petit peu en fonction de ce qui a été évoqué sur les différents temps de la journée, de ce que cette dynamique inclusive vient impacter à la fois dans nos postures professionnelles, dans l'organisation de nos services, sur la manière aussi de travailler les partenariats. Quels sont les enjeux qu'on a appréhendés, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut faire obstacle aussi dans ce qu'on a à mettre en place. Est-ce qu'il s'agit d'une révolution ? Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. Ou aussi, est-ce que finalement cela vient conforter des mouvements, des dynamiques, des expériences qui existaient auparavant ? On pourrait des fois avoir à tort l'impression que l'inclusion vient tout réinventer. Et ça, c'est un sujet qui a longuement été évoqué sur les temps de préparation. Et puis, bien évidemment, concrètement, quelles sont les réponses qui y sont apportées ? Pour le dire un petit peu autrement, plus simplement, et puis parce que la métaphore est chouette, si on part du principe que la maison appartient à tous, comment est-ce que chacun s'y prend pour la rendre habitable ? Alors il y a 3 interventions qui vont tenter de répondre à ces questions-là. La première sera une présentation des dames par M. Zambon, directeur du pôle enfance de l'ADAPI 28, et puis par M. Auboin, directeur du DAM Borromée 2B, qui était précédemment évoqué, pour l'association des PEP 28.
Une seconde présentation illustrera le travail qui est réalisé par l'espace ressources handicap, par sa responsable du coup, Madame Le Masurier. Et puis, dans un troisième temps, on présentera également le travail qui est réalisé par la MDA d'Eure-et-Loir, par Madame Lebris, qui est responsable du secteur adulte, et Monsieur Cassi, responsable du secteur enfant. Pour chacune de ces interventions, il y a 20 minutes de présentation, et puis ensuite 10 minutes de temps d'échange, pendant lesquelles, bien évidemment, toutes vos questions seront les bienvenues. Je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on a une intervention qu'on va faire à deux voix, donc avec Christophe Auboin et moi-même, sur les différents impacts du développement des dispositifs d'accompagnement médico-éducatif. Alors, on n'est pas là pour faire la promotion de ces dispositifs-là, on est simplement là pour vous résumer un peu, là, depuis la création de ces dispositifs, quels en sont les impacts, autant sur les équipes que sur les aménagements pour les élèves. Donc l'histoire des dames, Aurélien s'inscrit et s'écrit à l'initiative des PEP 28 d'abord en 2015 et 2016, très vite rejoint par l'ADAPI 28 au sein d'un comité de pilotage, et depuis 2019 par l'ensemble des établissements du département avec dès l'origine une perspective de répondre aux demandes de transformation de l'offre, des services et des prestations proposées par les établissements médico-éducatifs pour que la prise en compte des besoins spécifiques d'enfants, d'adolescents, en situation de handicap ne passe plus nécessairement mécaniquement par leur éloignement de leur milieu de vie habituel, familial, aussi bien dans les loisirs que dans leur scolarisation. Donc ça évoque tout un travail de proximité. Voilà, donc Christophe Auboin, donc je prends la suite. On s'est permis de reprendre finalement ce qui était aussi à l'origine de cette démarche à la suite de ce que les PEP avaient proposé en 2015-2016 en reprenant la diapositive qui avait été proposée par l'ARS en 2018. Dans le contexte général, national, mais aussi, on l'a dit ce matin, international de réforme et d'attente d'évolution de nos systèmes, l'évolution des dames, où finalement c'est à proprement parler plutôt une révolution. Prendre le visage inclusif pour les structures, pour nos structures, c'est d'abord, on l'a dit ça aussi tout au long de la journée, j'espère qu'on ne va pas trop répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est d'abord considérer la place de la personne et de sa famille, là où ils sont, et j'ai envie de dire sur le plan presque géographique, là où ils sont comme un point de départ maintenant des pratiques professionnelles qui doivent s'efforcer désormais de donner tout leur sens, ou tout son sens plutôt, au mot accompagner. Je reprends la petite définition du petit Robert de 2004. Accompagner, c'est se joindre à quelqu'un pour aller là où il va en même temps que lui. Donc avec cette idée finalement de partir de l'endroit où il est. En un mot, finalement, en une variation de vocabulaire qu'on pourrait juger presque un petit peu artificielle, on est beaucoup dans ces changements de termes, on a parlé d'inclusif, on a parlé aussi de situation de handicap, on bouscule dans la réalité tout un secteur professionnel dont la vocation, il faut le rappeler quand même si on ne refait pas toute l'histoire, mais la vocation initiale, et puis depuis plus d'un siècle, c'était d'abord d'accueillir et de protéger. Ce qui s'opère ici, c'est un changement profond de logique, on va essayer de le décrire un petit peu avec Paolo Zambon, qui passe par un changement radical des centres de gravité des équipes, du travail des équipes, en leur proposant d'abord de sortir des établissements, d'aller vers, d'aller auprès du milieu ordinaire, c'est-à-dire d'abord de déplacer leur lieu de travail, c'est pas rien, en leur proposant pour partie aussi de changer l'objet de leur travail, en mettant leur expertise professionnelle spécialisée également au service d'autres accompagnants, et pas uniquement au service des personnes accompagnées. Et en intégrant, ce sera le troisième point sur lequel on finira et on essaiera d'ouvrir un petit peu, dès l'origine, en intégrant au cœur de l'accompagnement un curseur prioritaire qui est centré sur la personne elle-même et puis sa famille, dans une logique de réponse de proximité concrète et géographique des réponses proposées. Alors cet aspect de réponse concrète et puis géographique, il a été sous-tendu en Eure-et-Loir presque depuis l'origine, mais surtout depuis septembre 2019, sur la diapositive suivante, voilà, par la territorialisation de nos dispositifs. Je vais laisser à nouveau la parole à Paolo. Alors donc parmi ces impacts de la territorialisation, on a donc un aspect qui est un aspect de nomadisme qu'on a qualifié de nomadisme des professionnels, mais aussi des modifications de l'approche logistique. Avec cette territorialisation, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, les dames favorisent une lecture
appropriée des terrains d'intervention de chacun, facilitant d'une part la lisibilité des acteurs, à savoir un DAM pour un territoire et pour une classe d'âge, et d'autre part, ça permet d'éviter une dispersion des professionnels sur un territoire trop large, ce qui pouvait être le cas auparavant. Alors, quand je parle d'un territoire pour un DAM et une classe d'âge, on a 8 DAM sur le périmètre aurélien. Il y a des DAM qui interviennent à partir de certaines classes d'âge, qui interviennent prendre le relais d'autres. On va prendre le nord du département, par exemple, où le DAM Les Trois-Vallées s'étend de 6 à 11 ans, et 11 ans révolus, c'est le DAM Les Bois du Seigneur qui, situé à Vernouillet, prend la suite de l'accompagnement dans le cadre du dispositif. Et idem sur le sud-est du département, les 3 dames que vous voyez sur la cartographie, donc, qui sont en fait le dame Borromée de Baie, le dame André Brault et puis le dame de Fontaine-Bouillante, donc Champfol, qui se partagent le territoire. Alors Borromée de Baie et André Brault sur la partie verte et sur la partie un peu rouge. Et puis à l'issue de ces 6-14 ans passés dans nos dispositifs, le dame de Champfol prend le relais pour les jeunes de 15 à 20 ans, voire plus, en fonction des accompagnements qui sont proposés. Donc, ce périmètre plus contraint permet d'être au plus près du lieu de vie de l'enfant, du jeune, comme on l'a précisé tout à l'heure, et de répondre pleinement au projet global de celui-ci dans un environnement proche, connu et rassurant. De ce fait, les acteurs des DAM passent donc d'une logique de sédentarisation, donc ex-IME, une institution dite dans les murs, une institution fermée, à une logique de nomadisation, donc DAM, dispositif dit hors les murs, un dispositif qui est ouvert. On va revenir vers notre petit Robert et puis le Larousse. On va retrouver dans cette définition-là de nomade, qui se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des déplacements continuels, voilà, donc avec comme synonyme ambulant, errant, itinérant, mobile. Par extension, qui n'a pas de domicile fixe, qui se déplace fréquemment, vagabond, voyageur. Mais on a aussi un synonyme de mobile en parlant de matériel informatique, audiovisuel ou télécommunication. Par extension, se dit d'une activité qui peut être pratiquée avec un matériel de ce type, travail nomade. Et puis l'anglicisme, donc un adjectif qui se dit d'une technique permettant de l'échange d'informations sans branchement et une installation fixe, donc l'informatique nomade. Donc vous voyez bien qu'il y a cette notion-là d'outils nomades qu'on va évoquer par la suite. Donc on voit bien que ce changement de paradigme place le professionnel dans une dimension où il doit se déplacer avec ses savoirs et ses outils afin de s'inscrire dans un continuum d'accompagnement. Par ailleurs, le champ de son intervention s'élargit puisqu'il faut pouvoir éclairer de sa pratique et de sa place de spécialiste différents partenaires de dispositifs de droit commun susceptibles de graviter dans le projet de l'enfant ou du jeune, donc lieu de scolarisation, centre de loisirs, club de sport, famille, etc. Par ailleurs, d'un point de vue logistique, donc je l'évoquais au travers des définitions, et au-delà de la recherche et de trouver des locaux dans les écoles, collèges et lycées pour nous accueillir, cette approche du travail en dispositif par territoire nous oblige à repenser nos moyens et notamment dans nos investissements. Je vais prendre quelques exemples. Abandon de véhicules 9 places au profit de véhicules beaucoup plus légers parce que les déplacements individuels sont beaucoup plus fréquents par rapport à l'inclusion des jeunes, l'accompagnement et l'appui à la scolarisation. Mais également concernant tout ce qui est les outils nomades, donc PC portable, téléphone portable, on va retrouver des imprimantes copieurs également portables, clés 4G, etc. etc. Donc il en est de même aussi en ce qui concerne le matériel de certains professionnels, je pense notamment aux psychomotriciennes, qui nous conduit à réfléchir effectivement à l'investissement, certes d'un matériel, mais aussi l'investissement d'autres lieux à proximité du lieu de vie du jeune, et à la recherche bien évidemment de mutualisation de locaux pour pouvoir implanter, si c'est possible, et créer des antennes médico-sociales afin d'y retrouver l'ensemble de la ressource en proximité. Et on peut se poser une deuxième question, à savoir, avec ces antennes-là, avec cette désinstitutionnalisation qui a été évoquée ce matin, c'est comment instituer sans institution sur ces territoires-là, qui sont des territoires mouvants dans l'organisation des dispositifs. Donc cet aspect de l'intervention hors les murs ne doit pas gommer le caractère institutionnel du dispositif. Il devient nécessaire de repenser les missions des professionnels, de redéfinir la chaîne des délégations, dans la mesure où ces professionnels sont soumis à une évolution de leurs pratiques, les rendant plus autonomes et plus responsabilisés.
Afin de garder une dynamique institutionnelle, la circulation de l'information associée au sens de la démarche permet d'une part d'éviter l'isolement des professionnels et lui facilite d'autre part un ancrage dans un système hiérarchisé via des missions clairement définies, avec l'instauration d'une chaîne de délégation très précise où les acteurs du système sont nommés et pour lesquels les attributions sont établies. Ce qui implique que sa pensée de travail est cadrée par un média écrit, contenant, qui le rassure, partagé par tous, comme une valeur normative commune et qui le réinstitutionnalise. C'est d'autant plus important que chaque année, comme je l'évoquais, le secteur d'intervention des professionnels peut être amené à être modifié, donc élargi ou réduit, en fonction du niveau d'activité. D'où la nécessité de cette dimension instituée, actée et transférable. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui permet d'illustrer aussi ce propos dans la modification des établissements. Autre aspect qui est important, et pour conclure dans ces axes-là, c'est sur le plan de travail avec les familles, et ça c'est extrêmement intéressant aussi. On se rend compte également que cet impact de cette évolution d'accompagnement, donc d'une part on a des familles dont les enfants sont en école de secteur, qui en appuient la scolarisation du dispositif et qui ne connaissent pas les locaux de l'ex-IME et qui, dirais par conséquent, ne s'investissent pas forcément dans le conseil de la vie sociale de la structure, mais plutôt dans le conseil d'école, qui est le cadre institutionnel qui se déplace et qui est réaliste avec l'existant et qui fait sens aussi pour ces familles-là. Alors qu'à l'inverse, les familles dont les enfants sont accompagnés dans le cadre d'un accueil de jour, donc là, accompagnement beaucoup plus important et conséquent au niveau du dispositif, ces parents-là donc, réclament, ils sont demandeurs et acteurs, bien évidemment, au sein du CVS, puisque eux, ça les renvoie à cette référence institutionnelle. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier aussi dans cette désinstitutionnalisation et dans soit cette perte de repères ou soit on s'accroche encore à ces repères-là. On poursuit, on a organisé notre propos, on disait, à deux voix sur cette dimension finalement de changement de fonctionnement des structures. Paolo le disait, pour les professionnels, pour les équipes, pour l'institution, la forme des pratiques, elle change. Ça concerne les modèles d'organisation, la notion de mur de l'institution, du lieu où on travaille. On a dit hors mur, hors des murs. Alors bien sûr, on change des mots, mais ce qui change surtout, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut aussi insister, c'est l'attente, la perspective, la visée. Ce qui est recherché finalement, c'est de déplacer le lieu où se réalise le travail du professionnel, mais aussi la présence de l'enfant, de l'adolescent en situation de handicap, ou plutôt non, justement d'ailleurs, ne pas le déplacer, ne plus le déplacer systématiquement et ne plus partir du principe que pour l'accompagner et s'occuper de lui, il faudrait le déplacer dans un ailleurs spécialisé, mais privilégié, à chaque fois que c'est possible, le maintien de son parcours ordinaire, le plus ordinaire possible, en tout cas en milieu ordinaire. Et ça revient à bouleverser complètement le projet et du coup complètement le fonctionnement aussi de nos structures. Le point de départ, c'est désormais, on peut le souhaiter en tout cas, on peut l'espérer avec tout ce qu'on s'est dit ce matin, le point de départ, c'est le projet qu'a le milieu ordinaire de garder finalement la personne en situation de handicap pour que son accompagnement puisse se faire là où il habite, là où il vit, là où il va. La logique change, elle bouleverse en grande partie l'idée d'accompagnement spécialisé dédié au handicap, puisque celui-ci était quand même centré, cet accompagnement, d'abord sur l'intervention directe auprès de la personne elle-même. Alors bien sûr, il faudra encore pouvoir accompagner directement en étant présent auprès d'elle, auprès de lui, en milieu ordinaire, dans une logique de compensation, qui est légitimement définie par la loi de février 2005, afin d'apporter la réponse individuelle à la personne handicapée pour faire face aux conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, mais je pense que la MDA en parlera peut-être mieux que moi. Mais ce qui est important aujourd'hui, et ce qu'on mesure peut-être de plus en plus, on l'a évoqué ça aussi ce matin, c'est la limite finalement aussi de cette compensation. Une limite concrète, parce que, on le sait et on l'éprouve depuis quelques années maintenant, les professionnels des structures médico-sociales, ils ne peuvent pas être toujours et partout présents directement auprès des enfants, d'autant qu'il faut quand même qu'on le dise, nos structures, elles continuent aussi à accomplir du travail sur une modalité d'accueil de jour qui reste conséquent, à ce stade en tout cas. Et puis cette compensation, elle a ses limites aussi en termes de projet, je dirais presque de philosophie, car si la loi de 2005, elle oblige à la compensation, elle oblige aussi, à mon avis à part égale, sur deux jambes en tout cas, à la mise en accessibilité.
Et la mise en accessibilité, c'est cette réponse collective qu'on attend, dont on a parlé aussi aujourd'hui, que la société, nous tous donc, devons apporter aux personnes en situation de handicap. Donc dans l'évolution des pratiques des professionnels de nos structures, cette dimension-là, elle doit être, je pense, surtout si on pense à moyen ou à long terme, elle doit être prioritaire. On doit s'ancrer sur cette direction, aider les environnements ordinaires, apporter notre expertise aux environnements ordinaires pour les aider à changer, à s'aménager, à devenir mieux compatibles avec la poursuite de ces parcours. Et ça concerne bien sûr les écoles, les enseignants, les AESH, c'est des évidences, mais aussi les circonscriptions de l'éducation nationale, les services de vie scolaire du second degré, les responsables des établissements, mais aussi les animateurs. On parlera avec l'espace ressources handicap de la dimension des accueils de loisirs, mais aussi les intervenants des clubs, des associations. On va dire tout l'environnement finalement dans lequel les enfants peuvent graviter, et puis aussi le soutien qu'on doit et qu'il faut qu'on puisse apporter, aux familles, aux parents, aux fratries également, pour les aider tous ensemble à amener ou à ramener la compensation à sa juste place. Je pense que c'est l'objectif, faire en sorte que cette compensation, elle intervienne quand elle est vraiment nécessaire et juste quand elle est nécessaire. Voilà, donc c'est un changement, je pense, fondamental. Je crois qu'on mesure quand même le poids de ce changement, qui dépasse, à mon avis, concrètement la simple question. Alors, c'est pas une simple question, c'est une question essentielle, mais la question du lien et du contact. Ce changement fondamental, il vise désormais aussi un transfert de compétences spécialisées pour les rendre elles-mêmes plus accessibles, plus ordinaires, pour enrichir autant que possible les environnements de droit commun et faciliter, du coup, la mise en œuvre des accompagnements dans ces espaces. Connaître les façons de faire, comprendre des situations et les obstacles que la personne rencontre, avoir accès à des outils dédiés et apprendre aussi à intégrer ces éléments. Ce qui veut dire apprendre, ça veut dire aussi être accompagné pour apprendre à les intégrer dans les pratiques. Ces éléments qui jusqu'ici étaient plutôt perçus comme étrangers, comme spécialisés, et les intégrer dans la préparation des moments de vie du groupe, que ce soit en classe, que ce soit en récréation, que ce soit à la cantine, pendant les séances de sport, et aussi à la bibliothèque quand on se déplace, etc. Donc les professionnels spécialisés pour accompagner les personnes en situation de handicap, les équipes médico-sociales doivent désormais aussi devenir des spécialistes en conseil, en analyse de situation, en transmission de pistes, en équipe d'appui à la réflexion pour aménager des lieux, pour aménager des organisations, des pratiques, etc. L'ambition, là, on le voit, elle devient encore plus conséquente, finalement, si on y réfléchit. Avec une modification de posture, on parlait de l'évolution du métier, ou des métiers, plutôt, des 146 métiers, si j'ai bien compris, l'évolution de ces métiers, mais avec une modification de posture qui est complexe au moins sur 3 points. Complexe parce qu'elle implique des évolutions profondes et probablement assez lentes, ça il va falloir peut-être qu'on l'accepte aussi, qui mettent en jeu la montée en compétences des professionnels du médico-social. On parlait de formation, mais on doit parler aussi de sentiment de compétence, de mécanismes d'autorisation à dire, à proposer, à conseiller. Je crois que ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement naturelles. Une transformation des postures aussi avec une décentration importante et un changement marqué d'une partie de l'agir professionnel qui doit se reconstituer, doit se réinventer pour nourrir de nouvelles représentations des métiers du travail social, avec cette fonction d'expertise. Et puis, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais une complexité aussi sur un autre point, c'est que cette évolution qui est attendue du secteur médico-social, elle se fait ou elle doit se faire également en interrogeant en miroir l'évolution et les postures des compétences de tous les autres acteurs. On se l'est dit plusieurs fois aujourd'hui. Ça ne marche et ça ne marchera que si tout le monde, quelque part, bouge en même temps et peut évoluer en même temps dans cette évolution, dans cette révolution. Donc, ouvrir des espaces avec les acteurs de droit commun, leur permettre aussi d'accepter de ne plus être uniquement dans une attente d'expertise extérieure qui apporterait des réponses définitives et réparatrices ou normalisantes, ou excluantes, mais les aider progressivement aussi à tolérer des réponses un peu moins définitives, à tolérer aussi de la co-construction, on a dit tout à l'heure, je crois, de l'approximation à certains endroits, de l'expérimentation qui est propre à la prise en compte de situations qui restent de toute façon toujours singulières et qui nécessitent beaucoup de coopération, d'intermétiers, d'approximation empirique et qui doivent aussi supporter, et ça c'est pas toujours simple, des échecs temporaires sans générer forcément de rejet systématique ou de relégation.
C'était le deuxième point. Le troisième point de complexité, à mon sens, ou à notre sens, c'est aussi que cette ambition, cette transformation, petit à petit, l'enjeu en devient, à travers du cousu humain qui peut se construire, de construire ces solutions à chaque étape du parcours, avec et pour la personne et sa famille. Alors ça peut paraître un peu une lapalissade, on le dit beaucoup, mais veiller toujours à faire en sorte que les familles, les personnes et les reines, finalement, sur les projets, qu'elles aient les moyens de lire, de comprendre, d'appréhender ce qui se passe, ce qui est proposé, la complexité aussi de ce qui est proposé, et peut-être les limites de ce qui est proposé pour leur permettre de décider. Alors je vais mettre la diapo suivante, si on peut la voir. L'enjeu, c'est, à mon sens, que la cohérence, ça doit être une affaire de famille, une affaire de personnes usagées d'une réponse coopérative. Alors on parle bien sûr de coordination de projet, on a parlé de coordination de parcours, il y a une mission nouvelle, c'est vrai, mais il y a aussi la question des outils de lisibilité. Comment est-ce que nous, structures médico-sociales, avec les partenaires et les acteurs de droit commun, on va essayer de s'efforcer à faire en sorte que les réponses qu'on co-construit, des réponses qui sont quand même, il faut le dire, il faut l'avouer à certains moments, elles deviennent quand même complexes aussi dans leur organisation, et bien que ces réponses, elles puissent continuer à être extrêmement lisibles et peut-être encore plus lisibles qu'avant. Donc, dans les outils de lisibilité, il y a des choses qui sont en cours dans le département, le protocole clair au niveau des UMA, les livrets de parcours qui ont été lancés dans certaines structures pour essayer justement de faire en sorte que chaque jour, dans le cartable de l'enfant, la famille, l'enseignant, l'éducateur puissent trouver un outil qui fasse sens et puis qui rassemble l'ensemble de cette organisation. C'est un exemple, parmi d'autres, qui vient illustrer cette réflexion et ces démarches sur la mise en accessibilité. Sur la diapo d'après, donc ça c'est pour aller un peu plus loin. Donc la base de la réussite, c'est la proximité, et la coordination de l'action pour agir plus tôt, donc prévention, et agir plus près, maillage de proximité au plus près de la vie de l'enfant, et pour agir ensemble, cohérence. Donc agir plus tôt, voilà, sur la diapo, vous voyez différents interventions de prévention, donc la prévention et territorialisation en plateforme, donc l'intervention des dames en prévention primaire au travers de centres ressources, donc là c'est plutôt en amont avec une approche généraliste, donc éclairer la difficulté, soutenir le travail de la pédagogie universelle, de l'accessibilité universelle. En deuxième prévention, donc prévention secondaire, donc équipe mobile d'appui à la scolarisation, donc analyse, conseil, proposition de compensation et de mise en accessibilité auprès de la communauté pédagogique, avec la particularité d'un public spécifique pour cette équipe, et surtout l'idée d'une intervention précoce auprès de jeunes qui ne sont pas encore notifiés par la MDA. Et puis le DAM, donc en accompagnement, bien évidemment, en prévention tertiaire, sur un accompagnement de proximité pour des situations qui ont besoin d'un étayage un petit peu plus important, donc dans le cadre de cet accompagnement qui est proposé. Agir plus près, du coup... Voilà, je prends le relais. On le disait, Paolo le disait, la base de la réussite, c'est la proximité, la coordination de l'action, agir plus tôt, donc la prévention, agir plus près. Agir plus près, je pense que ça aussi, ça fait partie du projet des dames depuis leur origine. La territorialisation, elle nous rapproche du terrain, elle nous rapproche des partenaires de droit commun. C'est le sens et le but de la transformation, le critère ou le curseur. Alors c'est anecdotique, mais à mon sens, c'est le moment où une famille, en réunion de projet, nous dit ce qui est bien aujourd'hui, c'est que le soir, quand il rentre, il ressort. Il va jouer avec les copains qui sont autour de la maison, parce qu'il les connaît, parce qu'il les fréquente aussi dans le cadre scolaire ou dans le cadre des loisirs. Voilà, donc cette dimension, agir plus près, cette territorialisation. Et puis, le constat qu'on peut faire quand même, après quelques années finalement d'expérimentation ou d'expérience désormais, c'est que cette territorialisation, elle nous a amené aussi à agir ensemble. Elle nous amène finalement, cette territorialisation, à constater une nouvelle forme de responsabilité populationnelle, ça aussi c'est difficile, c'est comme désinstitutionnalisation, donc une responsabilité populationnelle et partagée. Je vous renvoie au rapport récent de l'IGAS, mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap, avec une idée de réponse à l'échelle de nos territoires qui dépasse nos seules institutions, nos seules associations, et qui nous amène nécessairement à penser et repenser,
et je veux bien qu'on passe sur la diapo suivante, qui nous amène à penser et à repenser notre action dans un cadre qui est nécessairement coopératif, alors avec les écoles, avec les centres de loisirs, c'est vrai, mais aussi interinstitutionnel, entre nos institutions médico-sociales ou médico-sociales et sanitaires, intermétiers. Je pense qu'on a parlé de certains autres métiers aussi à l'échelle de l'éducation nationale, par exemple, mais il y a des espaces à créer. Il y a déjà des formations qui ont été lancées dans le département, des formations croisées enseignants et travailleurs sociaux, mais il y a encore beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à échanger pour créer ces espaces de discussion, de négociation, de coopération, de co-construction à l'échelle d'un territoire, avec cette idée, petit à petit, qui pointe son nez quand même, de plateforme, finalement, de réponse, de prestations coordonnées au service des parcours des enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes de nos territoires. En guise de conclusion, peut-être, qu'on pourrait faire un peu aussi à deux voix, il nous paraissait important aussi de souligner que toutes ces transformations, elles se font, mais elles ne se font pas non plus sans complexification des tâches pour nos structures. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, dans nos établissements, dans nos structures, on continue aussi à travailler sur une modalité accueil de jour avec des enfants, et tant mieux, qui présentent des besoins peut-être un peu plus importants et pour lesquels aujourd'hui il n'est pas encore complètement évident ou si simple que ça dans un premier temps, en tout cas, de pouvoir penser toutes les modalités d'accompagnement en milieu ordinaire. Mais cette complexification, elle existe, elle écartèle d'une certaine manière aussi le travail qu'on peut essayer de proposer. En tout cas, elle crée de la tension et elle crée à certains moments des questions peut-être de priorisation. Et puis elle pose bien sûr, forcément je ne peux pas ne pas l'évoquer, un peu des questions de moyens, des moyens qu'on se donne pour réaliser cette mission. On l'a dit ça aussi tout au fil de la journée, on est finalement peut-être un des leviers d'une transformation sociétale. Vous disiez, Monsieur Gardou, ce matin, peut-être aussi de quelque chose qui redonne du sens à l'idée de faire société, et qui me paraît à la fois ambitieux puis extrêmement juste. Mais Madame van der Merch le disait dans son témoignage ce matin, ça se conjugue pas forcément très très bien avec des logiques d'économie. Et il nous semble, et on le dit depuis le départ, que cette transformation, effectivement, elle engage finalement des moyens, et ces moyens, ils sont bien sûr nécessaires et indispensables. Merci. Merci à vous deux du coup pour cette présentation à deux voix, pour l'effort de synthèse aussi, parce que c'est pas évident de présenter ce sujet-là en 20 minutes. Merci à vous. Est-ce qu'il y a, alors moi je verrai pas si des bras se lèvent du coup d'ici, mais est-ce qu'il y a des questions dans le public, s'il vous plaît, et qui pourra peut-être apporter un micro? Alors, est-ce qu'il y a des questions du coup? Non. Bon, c'est ça. C'était très clair. C'était très clair. Bon. Ah, là, je vois. Merci. Alors, je ne sais pas si c'était un coucou ou une question. Du coup, non, pas de question. Ouais. Très bien. Du coup, on va passer à l'intervention suivante de Madame Le Mazurier pour l'espace ressources handicap. Arnaud, tu peux me prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Du coup, bonjour. Donc, moi, je suis Stéphanie Le Mazurier, responsable, ça a été dit, de l'espace ressources handicap et du point Info Famille, accessoirement, qui sont deux services, du coup, gérés par l'association des PEP 28. Alors, je passe très vite. Je vais
Juste pour vous situer un peu le contexte, parce que peut-être que c'est un service qui n'est pas connu par l'ensemble des personnes présentes, rappeler un petit peu l'émission de l'espace ressources handicap très rapidement, et peut-être insister un petit peu sur l'origine et la création, parce que c'est un élément, à mon sens, assez important en termes de philosophie aussi portée par les acteurs et sur le territoire. Alors, l'objectif et la finalité de l'espace ressources handicap, c'est de favoriser ou faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap sur tout le département. L'accueil des enfants, donc ça va de 0 à la majorité. Au niveau des structures d'éveil et de loisirs. Alors les structures d'éveil, on entend plutôt les structures petite enfance, mais c'est aussi un accueil chez les assistantes maternelles ou assistants maternels. Et les structures de loisirs, ça va être davantage les accueils périscolaires, donc tout ce qui est matin-soir, éventuellement le midi, et les accueils plutôt le mercredi et les vacances scolaires. L'idée aussi étant d'accompagner les projets quand il y a besoin sur des clubs sportifs ou culturels. Ça reste un petit peu à la marge quand même de nos sollicitations. Alors on existe depuis 2016 sur le département. À l'origine, mais je reviendrai là-dessus, ça a été une ambition portée et impulsée, on va dire, par la CAF. En 2022, l'objectif au niveau national, c'est que chaque département soit pourvu d'un pôle ressources handicap. Voilà, avec à peu près la même tranche d'âge concernée. Alors, on intervient de 3 manières différentes, on va dire. D'une part, dans le cadre d'accompagnement des projets personnalisés. Alors, on n'a pas du tout vocation à accompagner tous les projets d'accueil, c'est-à-dire qu'une famille qui désire inscrire son enfant, je vais prendre l'exemple des centres de loisirs, dans un centre de loisirs, l'idée c'est qu'elle fasse bien entendu la démarche plutôt spontanément et que l'espace ressources handicap intervienne s'il y a besoin d'un appui, que ce soit d'un appui qu'une demande qui soit exprimée par la famille, mais aussi par les professionnels d'accueil ou éventuellement par les partenaires plutôt du milieu social et médico-social. Donc voilà, ça, on a une collègue référente du coup des projets là-dessus qui va se déplacer sur tout le département de l'Eure-et-Loir. On en parlait aussi ce matin, l'important c'est de sensibiliser et de former les professionnels d'accueil. Alors, on intervient à 2 niveaux différents. On va dire, en effet, de la sensibilisation, c'est plutôt une approche pour essayer de travailler les représentations, parce que bien souvent, quand il y a des difficultés d'accueil ou voire des refus d'accueil, ça sous-entend des craintes de mal faire, des peurs vis-à-vis du handicap, parce que c'est quelque chose qui fait peur. Et du coup, l'idée, c'est d'accompagner les professionnels plutôt de l'animation de la petite enfance sur tous ces sujets-là et d'essayer de creuser un petit peu pour voir quelles sont les réticences. Et des temps de formation, alors on a un partenariat depuis plusieurs années maintenant avec une association qui vient de Lyon qui s'appelle Une Souris Verte et qui intervient plusieurs fois dans l'année pour former, là pour le coup c'est des modules plus complets de 2 jours à l'accueil des enfants en situation de handicap. Donc on organise tout ça, et puis on prête des outils. Alors là, j'ai matérialisé par quelques exemples, mais on a un catalogue d'outils qu'on a appelé Handitech. Là aussi, on a une collègue référente qui gère un petit peu les prêts sur tout le département. Et l'idée, c'est, dans une démarche aussi de transformation des environnements, de pouvoir donner envie et donner les moyens, surtout aux structures d'accueil, de tester des outils, soit pour un enfant en particulier parce que il a des besoins qui nécessitent éventuellement du matériel de compensation, soit parce que simplement la structure d'accueil souhaite, dans une démarche plus inclusive, créer un espace de retour au calme, par exemple, ou diversifier un peu les lieux, les assises au niveau des espaces d'activité ou autres. Donc voilà, j'espère être claire, mais donc on prête tout ce matériel quand c'est nécessaire, uniquement aux professionnels, du coup pas aux familles, mais c'est déjà pas mal. Au niveau des origines, parce que maintenant il y a un cahier des charges qui est un peu plus clair et qui est diffusé au niveau national, donc aujourd'hui les pôles ressources handicap qui voient le jour répondent à un cahier des charges qui a été réfléchi. Sur le département, en 2016, quand il a été créé, cet espace ressources handicap émanait de réflexions qui ont été réalisées plusieurs années auparavant.
via 2 groupes de travail. Un groupe de travail package, qui est surtout connu par l'animation, on va dire, mais je sais qu'il y a les collègues de la FOL là-haut qui, du coup, connaissent bien également. L'idée, c'était, à travers ce groupe de travail-là, de s'interroger sur, de faire un peu un état des lieux, en fait, pour savoir si les enfants en situation de handicap étaient accueillis dans les structures de loisirs, et si c'était le cas ou pas, d'identifier éventuellement les freins, les choses qui se mettaient en place, de manière à approfondir un peu le sujet. Et parallèlement à ce groupe de travail-là, un autre groupe plus spécifique petite enfance a été mis en place et du coup a fait un peu le même travail au niveau des structures de la petite enfance, structures collectives, mais aussi auprès des assistantes maternelles via les relais d'assistantes maternelles à l'époque, pour identifier un petit peu quels étaient les leviers. On participait à ces groupes de travail-là différents acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs associatifs et des professionnels. Et c'est vraiment cette richesse, je pense, qui a permis d'aboutir à quelque chose d'assez fluide après pour le démarrage de l'espace ressources handicap. Donc il y avait la MDPH à l'époque qui était vraiment partie prenante des discussions, des acteurs tels que la CAF, jeunesse et sport, enfin voilà, j'en passe, et puis des professionnels de l'animation et de l'accueil. Du coup, depuis 2016, on commence à avoir une vision un petit peu de l'évolution, éventuellement des choses qui restent à creuser, et j'ai noté quelques éléments pour partager avec vous. À mon sens, l'accueil en structure petite enfance ou structure de loisirs, et du coup l'inclusion, comme on en parlait ce matin, a un impact, au-delà de l'impact que ça peut avoir sur le milieu social et médico-social, a un impact surtout sur les environnements dits ordinaires. Aujourd'hui, on a de moins en moins, en tout cas à notre niveau, de refus d'accueil, par exemple, d'un enfant en situation de handicap en centre de loisirs. Alors on a beau rappeler que c'est la loi et que c'est illégal de refuser, il n'empêche que les réticences, en tout cas en 2016, on en avait régulièrement, aujourd'hui un petit peu moins, et quand il y en a, on accompagne. De toute façon, généralement, on arrive à construire quelque chose. Mais ça vient bien mettre en avant, en tout cas, le fait que le handicap fait peur. Et parfois, il y a un refus d'accueil avant même d'avoir rencontré l'enfant. Du coup, ça a créé vraiment... l'imagination là-dessus est quand même un facteur très important. Du coup, l'objectif et tout l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner les pratiques, d'accompagner les représentations, je le disais, vis-à-vis du handicap, mais aussi de... permettre aux professionnels de l'animation, mais parce que ça reste principalement notre champ d'intervention, permettre à ces professionnels de se sentir légitimes. Et tout notre rôle, c'est aussi parfois de faire tiers, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vraiment, ils se sentent compétents à accueillir l'enfant. Alors bien entendu, ils vont être parfois démunis pour gérer des comportements qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, mais en tout cas, nous, on est vraiment là pour essayer de les appuyer pour accueillir l'être humain, l'enfant, et en effet, de faire l'intermédiaire, et on travaille bien en articulation maintenant, je pense, avec les différents dispositifs, de faire l'intermédiaire en sollicitant des professionnels qui sont davantage spécialisés pour venir amener des compétences, amener des connaissances, tout du moins, sur l'enfant, de manière à rassurer les professionnels. Mais la première étape, déjà, elle est d'accueillir l'enfant. Donc ça passe par les sensibilisations et les formations. Je passe d'ailleurs la diapo. Je trouvais ça intéressant. Vous pourrez prendre le temps de lire, j'ai fait des extraits. Pour préparer l'intervention d'aujourd'hui, j'avais fait un peu un appel à témoignages de plusieurs professionnels, des professionnels avec lesquels on travaille. Donc certains ont répondu. Là, c'est des professionnels d'un centre de loisirs qui ont du coup... exprimer des choses par rapport au fait d'accueillir des enfants en situation de handicap. Je trouvais ça assez chouette de partager avec vous leurs ressentis. On insiste aussi beaucoup auprès des professionnels par rapport au travail avec les familles. C'est-à-dire que la première ressource, on en parlait tout à l'heure, mais la personne ressource sur lesquelles les professionnels de droit commun ou du milieu ordinaire peuvent s'appuyer, c'est quand même bien les familles. Et du coup, notre rôle, c'est aussi...
et parfois de faire de la médiation quand il y a besoin, ou tout du moins de faciliter la communication pour que les choses soient dites le plus simplement possible et que chacun puisse contribuer à préparer un projet d'accueil pour l'enfant dans les meilleures conditions possibles. On intervient depuis peu et on a un partenariat avec la Ligue de l'enseignement. En amont, en tout cas l'idée, c'est durant les formations initiales, donc il y a 2 formations, CPGEPS, BPGEPS, qui sont des formations à destination des animateurs. Et du coup, une journée durant leur formation est consacrée à l'accueil des enfants en situation de handicap. C'est certainement pas suffisant, mais tout du moins, ça permet vraiment à des professionnels qui se projettent dans ce métier-là de se dire, ok, demain quand je serai sur le terrain, ou en tout cas si j'ai à changer une couche, je sais que ça fait partie de mon boulot aussi. Si j'ai à gérer un enfant qui a des comportements qui peut-être viennent perturber le fonctionnement, ou un enfant qui simplement ne pourra pas faire l'activité que j'ai pensée, mais qui est là à côté un peu du groupe et qui... Parfois, ça questionne, quels sont son IME derrière, etc. L'idée, c'est que du coup, ça puisse être abordé précocement durant la formation initiale, on va dire, de manière à lever au moins des barrières et qu'après, sur le terrain, ce soit plus simple. Et là, on est en train d'officialiser aussi la même démarche avec la PMI pour impulser ça au niveau des assistantes maternelles. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Ça permet vraiment de travailler aussi dès le départ, de manière à faciliter les choses quand les projets sont exprimés par les familles. C'est un peu en vrac mes idées, mais je n'étais pas aussi bien préparée que vous. L'idée, c'est aussi, et je pense, ce qui vient bousculer, à mon avis, d'un point de vue des familles, c'est que finalement, le projet qu'on accompagne, que ce soit au sein de l'espace ressources handicap, mais je pense au sein des établissements, enfin en tout cas des dispositifs médico-sociaux, c'est qu'on s'appuie sur la demande de la famille. Du coup, ça vient un peu bousculer, j'imagine, nos pratiques, parce que parfois, on peut être un peu réticent à l'idée qu'un enfant soit en accueil de loisirs de 8h à 18h. Et on peut imaginer que parfois c'est un peu à l'encontre même du projet ou remettre en question des choses. Notre idée, en tout cas ce qu'on essaie d'accompagner, c'est justement cette démarche-là. On l'accompagne, c'est-à-dire que la famille, les parents peuvent, de toute façon, quand on a un enfant qui n'est pas en situation de handicap, bien souvent on ne lui demande pas non plus son avis pour aller en crèche ou en accueil périscolaire de 7h à 9h ou peu importe. Du coup, notre idée, c'est vraiment de partir du projet parental et de se dire, on va accompagner ce projet-là. Et s'il y a des difficultés et s'il y a des échecs, éventuellement, on accompagnera ces échecs. Et peut-être qu'on retravaillera le projet différemment. Peut-être qu'on réfléchira à un cumul de moyens de garde quand il s'agit d'un moyen de garde, parce qu'en effet, une garde collective, c'est peut-être parfois un peu trop. Mais en tout cas, il s'agit vraiment de s'appuyer sur le projet du parent et de la famille avant toute autre chose. Alors c'est vrai que ça vient parfois un peu bousculer, mais c'est un peu l'idée de départ. Et à mon avis, c'est un peu ça, être citoyen et pleinement citoyen. Pour faciliter, par contre, l'expression de la famille, ça sous-entend que toutes les familles puissent avoir accès à l'information et avoir accès aux droits. Du coup, c'est vrai qu'on insiste particulièrement, mais aussi avec la CAF de manière opérationnelle, à communiquer auprès des familles de manière à ce qu'elles puissent s'autoriser à faire une inscription de leur enfant en centre de loisirs ou en structure petite enfance. C'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de familles qui s'autorisent mais qui, à mon avis, pour un certain nombre encore, s'imaginent que leur enfant n'a pas sa place dans une structure de ce type. Donc on accompagne vraiment tout du moins l'accès à l'information de manière à ce que ça puisse faire émerger des demandes de ce type. Voilà, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps. C'est bon. C'est bon. Alors je vais quand même conclure. Je vais improviser une conclusion. Si ce n'est que nous, on est des acteurs de terrain, on va dire. On accompagne les professionnels d'accueil
autant que possible. Ce qui est notre force, je pense, sur le département, c'est le partenariat avec la MDA, parce que j'ai failli ne pas en parler. Parce que faut revenir aussi à la réalité, hein, un accueil en centre de loisirs, par exemple, on est sur un animateur pour 8 enfants ou un animateur pour 12 enfants, quand ça c'est bien. Donc forcément, accueillir un enfant avec des grosses difficultés de comportement ou qui nécessite un accompagnement individuel parfois pour certains actes de la vie quotidienne, même si voilà, on essaie d'accompagner au mieux et d'aménager l'environnement, ça nécessite parfois des moyens de compensation. Et du coup, on a un très bon partenariat avec la MDA qui nous permet, dans des délais très raisonnables, d'étudier des demandes de renfort. Donc c'est des... faut dire ce qui est. On a une prochaine EP bientôt. Ça nous permet, mais très concrètement, on se voit avant chaque période de vacances scolaires, ce qui fait qu'une famille, si elle a envie d'inscrire son enfant au centre de loisirs pour les vacances scolaires qui arrivent, là, à Noël, souvent les centres sont un peu fermés à Noël, ce qui nous permet de respirer un peu, mais pour février, on va se voir et on sait que le projet pourra se mettre en place. C'est pas des projets, on n'est pas dans quelque chose d'idéalisé non plus. Il y a des contraintes, on les exprime, mais c'est possible. Et donc, du coup, on a un partenariat important avec la MDA et une collaboration aussi des familles, hein, pour le coup. Et quand il y a besoin, on est en capacité de monter des projets permettant de cofinancer des personnes, du personnel supplémentaire. Donc on l'a appelé au début renfort d'équipe, aujourd'hui on l'appelle peut-être un peu plus personnel supplémentaire. L'idée étant que s'il y a besoin, si un enfant a besoin d'être accompagné dans le cadre d'un centre de loisirs, mais ça pourrait être la même chose sur une structure petite enfance, on arrive à aider au financement du personnel supplémentaire. Les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, aujourd'hui, les gestionnaires et les collectivités financent également et du coup prennent part à cette démarche-là, mais c'est possible. Dans la notion de personnel supplémentaire, ce qu'on trouvait important, c'était d'éviter toute stigmatisation. Donc on travaille vraiment le projet dans ce sens-là. La personne qui intervient en plus n'est pas là détachée auprès de l'enfant. Elle est là pour venir accueillir l'ensemble des enfants. Et quand l'enfant en question a besoin d'être accompagné, il va être accompagné par un membre de l'équipe parce qu'on aura bossé le projet en amont et qu'on aura éventuellement sensibilisé les professionnels à ces gestes-là. Voilà, donc pour la MDA. Et juste pour terminer, parce que c'est aussi un travail qui se fait de manière politique, on accompagne les territoires et du coup les élus aussi à la réflexion et à la prise en compte de cette dimension inclusive dans leur politique et en partenariat avec la CAF, en particulier quand il y a des conventions territoriales de services aux familles qui sont signées, des contrats qui sont signés avec quasi chaque territoire sur l'Eure-et-Loir. Systématiquement, on accompagne la collectivité à réfléchir la manière dont ils ont pensé l'inclusion sur leur territoire. Voilà, du coup c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'agir de plein de manières différentes. J'espère que c'était pas trop décousu et que j'ai tout dit. Merci. Merci pour ce retour extrêmement intéressant là aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur ce que vous venez d'entendre? Des interrogations, des commentaires? Oui, madame. Le micro arrive un petit peu moins vite qu'en début de journée, mais c'est normal. Bonjour, alors moi je découvre un petit peu certaines entités qui existent pour des aides apportées et je me questionne sur l'accès de ces informations aux familles. Comment elles savent, pour un cas vraiment très pratique, j'ai des élèves, je suis enseignante en Ulysse, j'ai des élèves qui du coup vont au centre de loisirs le mercredi, mais à ce que je sache, il n'y a aucune aide qui leur est apportée spécifique parce que je pense qu'ils ne le savent pas, les familles, je ne le savais pas. Et du coup, je me demande qui a accès à ces informations. Est-ce que les municipalités sont au courant que... D'accord, voilà. L'idée, c'est vraiment pas de systématiser les choses. Tout à fait, donc si ça se passe très bien, c'est super. Oui, on intervient. Ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est pour ça que je les collectivités sont au courant.
En tout cas, voilà. Les structures d'accueil également. Et les familles, ça passe généralement par le magazine de la CAF, par des infos mail par exemple. Les familles généralement sont bénéficiaires de l'AEH, donc reçoivent ces infos. Après, c'est sûr que il y a certainement encore plein d'efforts de communication à faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir identifier le moment où il y a nécessité d'intervention. D'accord. Et de ne pas intervenir pour si les choses se passent bien, quoi. Mais voilà, c'était bon à savoir savoir où pouvoir piocher ces informations. Oui, Madame Van der Merch. Merci. Le Conseil territorial de santé, en partenariat avec le CDCA, a produit un annuaire des aidants qui est sur le site de l'ARS et sur le site du Conseil départemental. Il vient d'être refait et normalement, même sur le site de l'ARS Région, le nouvel annuaire doit être présent. Et bien sûr que le Centre de ressources handicap et le Point Info Famille font partie. Il y a toute une fiche qui a été rempli par le Centre Ressources Handicap et qui vous permet d'avoir tous les renseignements. Voilà. En théorie, les enseignants référents aussi sont informés. Enfin voilà, il y a quand même... dès lors que l'enfant est accompagné par un dispositif, généralement il y a une info. Oui, Gérald Nollet, adjoint directeur départemental de l'ARS. C'est le travail des dames aussi. Enfin, je pense qu'on peut faire le lien entre les deux présentations. C'est le travail des dames de savoir, j'ai envie de dire, quasiment tout sur tout. Les familles ne peuvent pas tout connaître, c'est impossible. Et dans le travail de coordination qui était mentionné tout à l'heure par M. Zambon et M. Auboin, il appartient justement d'évaluer l'ensemble des besoins et s'il y a un besoin de renfort, notamment le mercredi après-midi ou pendant les vacances, il appartient aux dames de faire le lien avec l'espace ressources handicap. Vous l'avez peu évoqué, Mme Le Masurier, mais vous avez quand même un certain nombre de contacts avec les dames tout au long de l'année et qui permettent aussi de consolider les renforts d'équipe, comme vous l'avez indiqué. Oui, et puis également d'articuler notre intervention, parce que c'est vrai qu'avec la transformation, on va dire, des IME, forcément, ça pouvait éventuellement questionner l'articulation entre l'espace ressources handicap et les dames. Et je pense qu'on est... En tout cas, on apprend aussi au fur et à mesure, très clairement. Je pense que là, tous, on doit faire preuve d'adaptation. Mais du coup, nous, on intervient vraiment plutôt à un premier degré aussi, également en termes de sensibilisation, parce qu'on n'est pas spécialiste poussé, on va dire, d'une pathologie ou d'une déficience particulière. Mais du coup, c'est vrai qu'on arrive à avoir cette nuance, en tout cas au niveau des interventions. Mais il est arrivé que des dames transfèrent leur expertise sur des co-accompagnements sur les premières admissions, premières entrées en centre de loisirs. Voilà, et puis que le transfert d'expertise, de compétences se fasse auprès des professionnels de droit commun des centres de loisirs. Donc c'est vraiment, je pense que ça traduit bien le rôle nouveau des dames qui est moins de prendre en charge ou d'accompagner au quotidien que d'organiser l'accompagnement en ayant toujours une logique de subsidiarité, c'est-à-dire en partant du milieu ordinaire vers le milieu spécialisé. Mais la règle, je pense que l'un des principes qu'on avait arrêté initialement à la mise en place des dames, c'est que la personne en situation de handicap n'a pas prouvé qu'elle peut s'adapter au milieu ordinaire. C'est plutôt l'inverse. Et au cas par cas, mais quand on travaille des projets personnalisés en commun, bien souvent en conclusion, quand il y a un DAM dans la boucle, on définit une période de tuilage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de renfort à l'issue ou même en complément, mais en tout cas, je pense qu'on arrive aujourd'hui à apporter des réponses variées et vraiment soutenantes. Tout à fait. Je pense qu'il y a 3 niveaux. Il y a, comme le disait M. Nollet, sur les situations pour lesquelles les enfants bénéficient déjà d'un accompagnement du DAM, il y a une co-intervention au départ, finalement, du projet. Comme le disait Stéphanie Le Masurier, éventuellement des co-sensibilisations, et ça se fait de plus en plus, les collègues du centre ressources, il y a au moins un collègue du centre ressources du DAM qui est là. Et puis pour répondre à votre question, parce que c'est vrai que les enfants qui sont accompagnés dans le cadre des dispositifs de scolarisation type ULI ne sont pas forcément un accompagnement DAM concomitant,
temps. Donc pour ces enfants-là, la question de l'information, alors effectivement, il y a ce que disait Mme Van der Merch sur les annuaires qui peuvent être proposés, mais petit à petit, au fur et à mesure que les centres ressources monteront en puissance sur les territoires, il y a aussi cette entrée-là. Vous pouvez très bien vous adresser aux dames de votre territoire pour avoir ce type d'information, pour qu'on puisse nous relayer, et les collègues du centre ressources du Dame Borromée 2B constituent eux aussi des annuaires pour pouvoir mettre de l'information à disposition des professionnels, mais aussi des familles. Une des ambitions, un des enjeux à terme, c'est que quelque part n'importe quelle famille puisse venir s'adresser à un moment au centre ressources en posant la question de savoir ce qui existe et ce qui est accessible. Avant qu'on passe à la présentation de la MDA, il reste peut-être une dernière question pour respecter le timing. Tout en haut. Oui, je me permets d'intervenir. On parle du nouvel accompagnement des dames, mais on n'a pas forcément attendu non plus cette réalité, dans le sens où il existe d'autres services, comme le CESAD, par exemple, qui fait exactement le même accompagnement. Voilà. Et qui peut être ressource aussi pour pouvoir accompagner les enfants dans les centres de loisirs. C'est un peu ce qu'on disait en parlant des plateformes tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des logiques concurrentielles, au contraire. Non, mais on n'en a pas parlé. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. On parlait des acteurs en général de l'ensemble du territoire, que ce soit médico-social ou que ce soit sanitaire, mais vous avez raison, il faut qu'on travaille en synergie. Il y a déjà des expériences qui existent, il y a déjà des compétences qui existent et qui doivent se croiser et se mutualiser, bien sûr. Dans le cadre de l'espace ressources handicap, on a travaillé plusieurs sensibilisations auprès des enfants avec des CESAD, par exemple. Donc ça se fait, hein. Ça se fait en fonction des situations et des demandes, mais je pense qu'on travaille plutôt bien en partenariat sur le département avec l'ensemble des acteurs. Ouais, effectivement, pour boucler là-dessus, il n'y a surtout pas d'exhaustivité à ce qui a été présenté, c'est simplement des illustrations, mais qui n'empêchent pas les complémentarités avec le reste. Le teasing a été fait du coup sur la qualité du partenariat avec la MDA. Ils sont avec nous ce soir pour finir, donc je vais vous laisser la parole. On va peut-être juste déplacer, si vous souhaitez. D'accord, très bien, merci à vous. Bonjour, donc je suis Sébastien Cassis, chef de service enfants et jeunes handicapés à la MDA d'Eure-et-Loir, Maison départementale de l'autonomie. Bonjour, Morgane Lebrise, chef du service évaluation de la compensation du handicap à la MDA, donc le service adulte qui regroupe à la fois la partie instruction et la partie évaluation. J'ai pas dit ça. Donc j'ai en charge les enfants de 0 à 20 ans, excusez-moi, je suis un petit peu timide, donc voilà. Donc, alors le but, c'est peut-être de vous présenter assez le plus précisément possible la MDA, mais en étant plutôt le plus clair possible, parce que c'est vraiment un dédale. Mais voilà, donc le but de la MDA, c'est vraiment d'être un vecteur facilitant sur le territoire. Justement, tout à l'heure, on parlait des dames, des CESAD. Donc, effectivement, les notifications, elles ont été là aussi pour accompagner la transformation de l'offre, parce que ça, c'est important de le rappeler. Mais je pense que je le préciserai après. On va un peu parler de la MDA et de présenter aussi l'accès, justement, au guichet unique. Hein. Aujourd'hui, la MDA, donc il y a un siège à Chartres, mais elle est présente par le biais des maisons départementales de solidarité et de citoyenneté sur les 3 différents bassins de vie du département, donc à Dreux, à Nogent-le-Rotrou, à Châteaudun. J'ai oublié. Chartres aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. J'ai bien retenu ma leçon. Donc voilà, en fait, sur ces MDSC, donc maison départementale de... je ne vais pas le dire à chaque fois quand même. Donc en fait, il y a une partie pôle autonomie qui est là pour accompagner les familles à la rédaction, à les accompagner dans leurs demandes. Donc voilà. Donc je pense qu'il était important aussi de rappeler que nous, on part systématiquement de la demande de la famille. La demande de la famille, alors elle est inscrite dans un gros dossier de 20 pages, 19 pages, mais tout n'est pas à remplir. Il y a... En fait, non, c'est vrai. Il y a des obligations d'ordre civil, effectivement, mais il y a aussi des... alors, le formulaire de demande a changé le 1er mai 2019. Il est important de le signaler,
Parce que le précédent, en fait, on était sur une liste de courses, on cochait, on n'était pas sur de l'expression, mais plutôt sur, voilà, je souhaite ça, 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 ça. Aujourd'hui, le formulaire de demande qui est officiel depuis le 1er mai 2019 est plus basé sur l'expression des besoins, sur vraiment ce que vivent les familles, les usagers au quotidien. Donc, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est quand même vraiment très important, c'est le projet de vie. Souvent, ce projet de vie, il est négligé. Et ce projet de vie, ça va être vraiment un support d'évaluation des besoins. Je m'en sors plutôt bien. Ça va. C'est des bêtises. Donc, une fois que la demande est constituée, donc il y a des pièces obligatoires aussi, donc formulaire de demande, certificat médical, et puis justificatif de domicile et d'identité. Ça, c'est logique, c'est une administration. À partir du moment où la demande est complète, la MDA a 4 mois pour y répondre. 4 mois pour y répondre. Donc aujourd'hui, au niveau de l'enfance, par exemple, je parle pour l'enfance, les délais aujourd'hui, c'est pour casser un petit peu les représentations, parce que la MDA c'est très long, on attend longtemps, mais aujourd'hui, à partir du moment où la demande est complète et déposée, en général, on est à 2-3 mois de délai de réponse. Donc voilà, pour l'enfance. Pour l'adulte, c'est à peu près similaire, on est à 3 mois, 3-4 mois. 3 mois et demi. Voilà. Donc voilà. J'ai cassé une représentation, c'est bien. Et on essaye d'être le plus réactif possible. Donc merci à Stéphanie d'avoir rappelé qu'effectivement, on fluidifiait aussi les demandes, par exemple, par rapport à l'espace ressources handicap, mais ce n'est pas les seuls. Aussi pour les dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, il y a un travail étroit avec les établissements médico-sociaux pour justement apporter des réponses aux familles et aux établissements le plus rapidement possible. Je suis plus. Voilà, quand on nous a proposé d'intervenir en conclusion de cette journée sur le thème de l'inclusion, et on a réfléchi à ce que ça avait pu impliquer sur la façon de travailler au sein des services de la MDA. Donc pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit, évidemment ce que ça implique c'est une certaine agilité de notre part, puisqu'on ne peut pas se contenter de répondre à une case qui est cochée et puis faire comme si tout autour de nous il n'y avait pas toute cette nouvelle dynamique qui existait autour du parcours des enfants. Donc ça nécessite peut-être de rouvrir plus régulièrement les dossiers, de pouvoir répondre dans des délais courts pour ne pas compromettre un projet qui serait soumis à notification de décision de la CDAPH. Et ça a nécessité aussi en interne qu'on repense notre façon de travailler et d'évaluer les différentes situations, puisqu'on pouvait travailler par le passé sur des équipes pluridisciplinaires qui étaient plutôt thématiques. Voilà. Certains professionnels se réunissaient pour examiner une partie du dossier du demandeur qui allait concerner l'insertion professionnelle par exemple. Et quelque temps après, à distance, d'autres professionnels allaient se réunir pour répondre à une autre partie du formulaire de demande qui allait concerner peut-être une prestation financière ou l'attribution d'une carte d'invalidité. On n'avait pas forcément autour de la table tous les professionnels pour réfléchir en évaluation globale à la réponse conjointe le même jour à la demande générique. La généralisation du nouveau formulaire de demande nous a forcés à travailler autrement et c'est plutôt une bonne chose puisqu'aujourd'hui, que ce soit chez Sébastien ou dans mon service, toutes les équipes pluridisciplinaires sont des équipes génériques et quand un dossier de demande de compensation est ouvert, on se pose toutes les questions. Que ça concerne le domaine de l'insertion professionnelle, la compensation financière, le maintien à domicile, tout est balayé en même temps. Et il se peut que la personne reçoive en réponse, suite au passage du dossier en commission, une réponse à quelque chose qu'elle n'avait pas explicitement formulé, peut-être quelque chose auquel elle n'avait pas pensé, puisqu'elle n'est pas censée connaître par cœur tout le catalogue de la compensation. Donc on travaille dans cette dynamique-là depuis quelques années maintenant. Et ça porte ses fruits, c'est plutôt quelque chose qui est apprécié par les professionnels, puisque ça élargit aussi leur connaissance des différents domaines. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire ? Donc,
sur le côté facilitant, je voulais parler des notifications. Sur le côté facilitant, on va parler de la notification. Par exemple, là, on était sur le thème du dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Aujourd'hui, la notification d'âme, c'est une notification qui peut paraître locale, mais elle s'appuie sur un support qui est la notification de l'IME. Et donc, parce qu'en fait, une notification, ce qu'il faut savoir... Alors, la notification, c'est un droit ouvert. On le prend ou on ne le prend pas. La famille, c'est la famille qui le fait valoir. À partir du moment où elle la fait valoir, nous on s'incline et on obéit. La notification, elle est valable sur tout le territoire français. Donc il a fallu faire le grand écart entre ce qui est possible ailleurs et puis ce qui est faisable ici. Donc on a créé la notification, une notification d'âme, c'est une notification générique. Ça veut dire qu'auparavant, une famille qui était par exemple sur un CESAD, tout à l'heure on parlait du CESAD, pour passer d'un CESAD à un IME, elle était obligée de refaire une demande et ressolliciter un médecin pour avoir un certificat médical, avoir une nouvelle évaluation. Donc c'était tout un ramdam et effectivement ça rallongeait les délais. Et aujourd'hui, la notification d'âme, c'est une notification qui a une essence inclusive, elle est dynamique. Ça veut dire qu'elle vit sa vie. À partir du moment où on a fait une notification d'âme, les modalités d'accueil, d'accompagnement, elles bougent à l'intérieur. Et c'est ça qui est facilitant aussi pour nos partenaires, je pense. Donc, et aussi, on a des délais de notification qui sont de 2 à 3 ans en général, qui permettent justement de pouvoir laisser s'exprimer, du moins, faciliter le parcours de l'enfant. Parce que c'est ça, on parle de parcours. Voilà, je pense que c'était important de le rappeler. Et les demandes non exprimées, effectivement, de plus en plus, par rapport à l'accès aux droits, systématiquement, dans notre notification, soit on invite les familles à faire cette demande parce qu'elle a le droit de demander, par exemple, l'allocation. Parce que vous savez qu'au niveau de la MDA, on a trois types de compensation. On a les aides financières, les orientations médico-sociales, et puis après... Pour ma part, la partie scolaire, tout ce qui est PPS, donc projet personnalisé de scolarisation, donc on peut proposer aux familles. Donc et c'est pareil pour l'adulte, il y a des propositions qui peuvent être faites. Le but, c'est aussi de leur dire, voilà, vous avez le droit à ça. Peut-être pendant le temps de préparation, un des sujets qu'on avait évoqué était celui d'un éventuel impact de la dynamique inclusive sur la formulation des projets de vie que vous aviez à instruire. Sur est-ce que les jeunes qui passent dans le secteur adulte, par exemple... C'est ma conclusion. D'accord, c'est la conclusion. Ouais. Non, mais merci. Non, en conclusion, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est allé plus vite et plus loin au niveau du secteur enfance. Et aujourd'hui, quand les personnes arrivent à l'âge de transition entre 18 et 20 ans, elles formulent auprès du secteur adulte une première demande d'ouverture de droit. Et on ressent aujourd'hui les effets de cette dynamique qui s'est créée sur le secteur enfance, où on a des jeunes adultes qui sont en demande de solutions modulables, inclusives, à la carte, si on peut le dire ainsi, qu'on ne retrouvait pas forcément quelques années en arrière, où on sortait d'un IME, on intégrait un ESAT, un foyer d'hébergement, sans forcément que les parcours soient extrêmement questionnés, puisqu'il n'y avait pas eu cette diversité auparavant sur le secteur enfance. Et pour nous, c'est plutôt très porteur d'espoir, puisqu'on voit qu'avec ces projets qui arrivent et qui sont soutenus, argumentés par les jeunes demandeurs qui nous constituent des projets de vie appuyés par les établissements et services du secteur enfance, on voit aussi que les lignes commencent à bouger au niveau du secteur adulte et on s'autorise à penser des projets plus dynamiques, des projets qui impliquent parfois plusieurs acteurs de l'hébergement, de l'insertion professionnelle et qui vont déteindre pour la bonne cause sur le secteur enfance, adulte, sur le secteur adulte. On m'entend, oui. Il y a peut-être un petit point qu'on n'a pas abordé et qui a été essentiel, je pense. On a parlé un petit peu des copiles d'âme et du fait qu'on ait travaillé ensemble, finalement, depuis le départ. Vous parliez d'agilité tout à l'heure, Madame Le...
il y a un vrai, depuis le départ finalement, quelque chose qui a été un levier très important, c'est le principe aussi des doubles notifications. On parlait tout à l'heure, c'est ça, DAM, mais on travaille ensemble finalement, tous ensemble, et on s'est rendu compte, nous aussi, directeurs de structure, que grâce aux DAM, grâce aux copiles des DAM, et grâce au travail qu'on a pu engager ensemble, on s'est mis à travailler ensemble comme on n'avait jamais travaillé ensemble avant, et que cette agilité, en fait, c'est aussi l'agilité des réponses et de la réciprocité des accompagnements, de la nourriture aussi technique qui a pu être engagée. Je pense à la MDPA en particulier, parce que c'est vrai qu'à l'origine, ça s'est beaucoup construit avec la MDPA, mais aujourd'hui, ça se généralise sous l'impulsion aussi de l'ARS avec toutes les structures, finalement, des territoires. Et ce qui est exceptionnel, moi, je trouve, j'ai vu un certain nombre d'autres départements fonctionner, c'est qu'en Eure-et-Loire, les doubles notifications, c'est devenu, c'est pas la règle, mais en tout cas, il n'y a pas de difficulté par rapport à l'expression et à l'émission de ces doubles notifications. En fait, le plan personnalisé de compensation, c'est une boîte à outils. Donc, dans cette boîte à outils, on va y mettre des compensations, et elles servent pas. Le but, c'est pas de se limiter et d'avoir des solutions qui peuvent être composites, parce que, en fait, c'est de prendre l'enfant ou l'adulte dans sa globalité. Et aujourd'hui, la chance que l'on a sur le département, c'est effectivement cette synergie au niveau partenarial qui est pas forcément quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Et ça, je pense que c'est important de le dire, à tel point qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression que la MDPH, la MDA, ça peut être une tour d'ivoire. Et effectivement, c'est pas qu'une tour d'ivoire, parce que justement, on parlait des équipes pluridisciplinaires. Aujourd'hui, les équipes pluridisciplinaires, elles sont ouvertes à l'éducation nationale. Je l'ai dit vite fait, aux établissements médico-sociaux aussi, et aussi à d'autres partenaires, des partenaires sociaux comme l'ASE, justement parce que effectivement aujourd'hui l'enfant ne se résume pas à l'école, mais il se résume pas. On est sur une globalité, un projet. En fait, c'est pas quand il rentre à l'école. Il faut penser. De plus en plus, on va être questionné aussi sur les temps périscolaires. De plus en plus, on est questionné sur les temps périscolaires. La cantine, ça a été une première étape, mais aujourd'hui, on va être questionné sur ce qui se passe après l'école, après 16h30, le mercredi. Donc effectivement, il y a des solutions qui vont devoir être apportées. Et aujourd'hui, l'espace ressources, c'est une réponse. C'est une réponse, mais il va falloir en créer d'autres aussi, effectivement. Oui, puis repenser, je ne sais pas si j'ai un micro là. Par rapport à ça, je me permets de rebondir parce qu'on a 2-3 situations qui questionnent. C'est-à-dire qu'il y a aussi à réfléchir à une cohérence en termes d'organisation, d'horaire, de transport, parce qu'on peut avoir des enfants là qui, par exemple, pourraient tout à fait, en termes de compétences, aller au périscolaire de leur secteur le soir après avoir eu un accueil aux dames l'après-midi, sauf que ça coince au niveau des horaires. Enfin, du coup, il y a aussi des choses très pratiques que ça oblige à repenser. Et ça vient bousculer des fonctionnements, des habitudes, etc. Et ça, voilà, ça. Et donc ça vient apporter aussi d'autres pistes. Hein. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup travaillé entre nous. Et que maintenant, il va falloir arrêter l'entre-soi, parce qu'on travaille souvent entre sachants. Et aujourd'hui, effectivement, on va avoir aussi besoin des collectivités territoriales pour travailler ensemble, comment et surtout des familles. Donc voilà. Merci à vous. Je crois qu'on peut vous applaudir également. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la dernière fenêtre de tir pour poser vos questions. Et puis ensuite, on clôturera du coup la journée. Il y a une question. Ouais. Alors, une première ici. Monsieur Mouton. Et ensuite, Madame en haut. C'est pour moi. Oui, merci. Oui, plus une observation qu'une question. Je me permets la remarque du côté usager, du côté CVS. Parce que le CVS apporte une notion d'horizontalité dans la relation avec les familles, là où l'ensemble des acteurs représente généralement une relation de verticalité, d'autorité ou de sachant. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, dans la boucle des sachants, il y a les parents. On a pu notamment le constater où les parents sont extrêmement présents dans la constitution des projets, sont extrêmement sollicités. Ils étaient sollicités par un organisme
qui faisait autorité. Aujourd'hui, l'une des vertus du CVS, et je me permets juste un petit point parce qu'il fait partie des acteurs, même s'ils ne sont pas professionnels, permet justement d'élaborer une relation parentale, d'horizontalité, où on parle d'expérience à expérience, et on a tendance à plus se confier à un parent qui a vécu la même chose qu'à une autorité qui représente une administration. Et le CVS a entre autres cette vertu de permettre d'être un facilitateur entre les différents organismes et la partie parentale. En tout cas, c'est le souhait que nous avons. Ça n'est pas un espoir, c'est carrément une espérance et une volonté, un vrai désir d'y arriver, de manière à briser aussi la partie, on va dire, psychologique et difficulté à franchir le pas, parce qu'aller vers la MDA, aller vers le centre ressources, aller vers un DAM nécessite un point zéro qui est la reconnaissance d'avoir besoin de faire ce pas, et donc la reconnaissance d'avoir un enfant en situation de handicap. Et le CVS est peut-être une entrée où on parle d'égal à égal. Voilà. Il y avait également une question là-haut, je crois. Madame. Moi, c'était essentiellement une remarque aussi, puisque cet après-midi, on a essentiellement parlé de l'inclusion et de l'inclusion scolaire. Mais je crois que dans le département, on fait aussi beaucoup d'efforts sur l'inclusion professionnelle. Voilà, ça a été peu abordé cet après-midi. On a des choses un peu hybrides qui se mettent en place, et je trouve que c'est un peu nouveau, et on les souligne peut-être pas suffisamment sur le département. On est plusieurs directeurs d'ESAT présents aujourd'hui, notamment de dispositifs emploi accompagnés, d'entreprises adaptées. Il y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place, et aussi grâce à la MDA, mais à notre CDAPH, qui accepte aussi des notifications un peu hybrides, comme du mi-temps milieu protégé, du mi-temps milieu ordinaire. C'est un peu nouveau, mais c'est des choses qu'on souligne pas suffisamment. Donc je tenais à faire une petite remarque. Il y a quand même plein de choses dans le monde adulte qui se mettent en place aussi. On se disait en aparté ce midi que ces initiatives-là étaient à reproduire, donc c'est peut-être une idée de future thématique pour un prochain colloque. Effectivement, je pense que ça intéresserait beaucoup également. Tout à fait. Enfin, moi, c'est ce que je voulais juste rajouter, parce que effectivement, on a fait le choix de ce colloque-là avant la conclusion que feront messieurs Gégère et Gardou. Effectivement, on a eu un angle d'attaque par rapport à l'enfance et au secteur adulte, mais sur un certain versant. Mais c'est vrai qu'on a aussi fait ce choix-là, parce que la journée, elle est quand même dense, mais courte. Et que le travail, l'insertion professionnelle et l'inclusion via l'habitat, c'est aussi des thématiques sur lesquelles on s'est questionné pendant toute la préparation de ce colloque. Mais ça fera effectivement l'objet, si vous le souhaitez, si vous répondez à l'enquête de satisfaction, l'évaluation que vous pourrez avoir sur Google Forms, ça fera l'objet, sans doute, d'une autre journée thématique, sachant qu'effectivement, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est provoquer ce débat, ces échanges, et aller plus loin encore dans les échanges. Voilà. Merci en tout cas pour la question. Je me permets, au-delà de renouveler ce genre de journée, on va certainement en 2022 réactiver le forum En Discuter, et du coup on pourra réfléchir aussi à la manière de faire connaître des actions nouvelles, enfin voilà, de façon aussi à informer les familles éventuellement présentes, mais aussi les professionnels. À voir, il y a plein de choses qui vont se remettre en place là, on espère. Tout à fait, je crois que tu as raison. On peut arrêter, en tout cas en vous remerciant. Guy, Pardon. si ça t'ennuie pas, moi je voudrais compléter un petit peu, Isabelle Capellaro, PEP 28, compléter et rebondir un peu sur ce que viennent de dire les collègues du secteur adulte. Ça me semble d'autant plus important, je vais insister un peu moi aussi là-dessus, qu'une chose assez essentielle a été dite par la MDA sur la modification des demandes justement sur le secteur adulte, des conséquences que cette inclusion a eues. Et ce matin, on a pas mal évoqué le côté quantitatif de l'inclusion. Et là, si on cherche un indicateur qualitatif et des effets que donne l'inclusion le plus tôt possible, en tout cas le droit commun le plus tôt possible pour tous les enfants, c'est bien cette remarque qui a été faite au niveau de la MDA secteur adulte, avec une modification des demandes et une affirmation plus grande des envies, une expression meilleure des usagers.
Voilà, et comme on travaille à moyens constants, donc on approche ces demandes différemment, ça nécessite forcément une mobilisation plus importante des évaluateurs qui doivent aller plus loin dans le dossier, qui doivent avoir une connaissance fine de tous les différents dispositifs, donc comme tous les dispositifs que décrivait Marie-Luce tout à l'heure. La contrepartie, c'est qu'aujourd'hui, les textes réglementaires nous permettent un allongement certain de la durée d'attribution des droits en faveur des personnes en situation de handicap. Sur le secteur adulte, on a maintenant plusieurs droits qu'on peut accorder sans limitation de durée, si on estime que la situation n'est pas susceptible d'évolution favorable dans le temps. Donc tout le temps qui est gagné à ne pas traiter des demandes de renouvellement tous les 5 ans pour quelque chose qu'on sait être fixé dans le temps, c'est autant de temps supplémentaire qu'on peut consacrer en équipe pluridisciplinaire pour aller plus loin sur des situations qui le nécessitent. C'est bon? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai prévu 45 minutes, je sais pas si c'est bon. Hein. Ça va être un peu court. Hein. Je fais 45 minutes toi aussi. Hein. 50. Vas-y. Non, non, je t'en prie. Ah ben non. Mais non, je t'en prie. Bon, c'est très difficile de conclure. D'abord avec Charles Gardot, on vous remercie pour votre grande attention et la richesse des débats. Et on se demandait aussi s'il y avait des questions que vous auriez aimé voir abordées aujourd'hui, parce qu'on vous a demandé si vous vouliez poser des questions aux intervenants. Mais en fait, est-ce que... Alors, il y a la question des CESAD qui a été évoquée. Est-ce qu'il y en a d'autres Bon, mine de rien, on essaie de vous faire la conclusion. Bon, moi, je vais vous dire simplement deux, trois choses qui me sont venues à l'esprit. D'ailleurs, quand je vous posais la question de quels étaient les points, donc il y a plein d'aspects sur lesquels on pouvait revenir. Ce que j'ai noté, c'est d'abord qu'il a été assez peu question de la crise sanitaire, parce qu'elle est tellement présente, ne serait-ce qu'avec les masques. Mais du coup, ça interroge quand même les liens ou les absences de liens ou les liens à développer entre le médico-social et le champ de la santé. Et notamment de la santé mentale. C'est un point sur lequel il y a probablement beaucoup de choses à dire. En réalité, cela suppose d'avoir en tête quelque chose qui est quand même très présent, qui est le fait que même si on est dans un secteur très spécialisé, la question du handicap ne se résume pas à des difficultés telles que celles identifiées au titre, comme on dit, les déficiences, qu'on disait, les déficiences, des incapacités, des avantages. Il y a eu un changement d'ailleurs qu'on n'a pas évoqué, qui est le changement dans les classifications internationales. Quand on parle de la classification internationale du fonctionnement humain, là il y a eu un changement charnière autour des années 2000. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, puisque les personnes en situation de handicap sont des personnes qui sont dans la maison, comme le dit très bien Charles Gardot, ça veut dire aussi qu'ils sont à la croisée de difficultés. Alors, les aspects de problématiques relevant de la santé mentale, c'en est un aspect. Il y en a un autre auquel on pense, qui est la question de la pauvreté, de la précarité, parce qu'il y a aussi quand même des liens avec, j'imagine, avec les réflexions autour de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, puisque c'est un des points qui est souvent abordé à propos du handicap. Et puis, je me faisais aussi une réflexion sur l'importance des témoignages. Ça, c'est quelque chose qui est très essentiel dans nos réflexions, parce que cela
amène un changement de regard. Il y a vraiment des expériences de vie qui sont très fortes. Je trouve que le mot témoignage est trop faible par rapport à ça, parce que on pourrait dire, ben voilà, on a des vignettes. Ça. Non, c'est pas ça dont il est question. C'est pas simplement des exemples qui sont donnés. Il y a quelque chose à en retirer. Et souvent, quand on parle de l'implication de personnes en situation de handicap ou des personnes en difficulté dans la formation des travailleurs sociaux, ce qu'on dit, nous, c'est dire, ça ne doit pas être des témoignages. Enfin, c'est pas parce qu'on veut pas parler des témoignages, c'est que ça doit aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut surtout en retirer des leçons, et je pense que c'est ça qui nous a frappé aussi, c'est cette richesse des exemples qui sont donnés, qui sont très touchants en soi, mais on sent bien que c'est pas uniquement des exemples isolés, qu'ils ont une portée beaucoup plus large. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire, mais je laisse la parole à Charles Gardou. Merci beaucoup. Pour confirmer, reprendre, souligner ce que disait Marcel à l'instant, c'est vrai que moi j'ai eu ce sentiment aussi dans la journée. Bon, on peut verser comme ça à la fin de journée dans des sortes de compliments, de flatteries, c'est pas l'idée. Croyez que c'est très sincère. Hein. J'ai trouvé que c'était une journée qui vraiment donne à penser, donne à réfléchir, donne à se projeter, que les propos avaient beaucoup de finesse, et effectivement, des gens qui se sont exprimés en situation sont allés au-delà de ceux qui le vivent eux pour nous ouvrir à l'universel de la pensée. Et vraiment, j'ai ressenti ça de manière très forte toute la journée. Alors, simplement, pour conclure, on a parlé d'une société conçue comme une demeure commune. Voilà. Hein, on peut s'accorder là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différences d'appréciation. On veut que chaque être humain, les nôtres, les autres, soit partie prenante de cette maison commune. Et comme on le disait, par naissance même. Mais comme Marcel l'a rappelé, l'histoire des hommes n'est pas celle-là. Ils ont été tenus souvent hors de la maison, sur le seuil, exclus. Les monstres, ce que l'on mettait dehors, ont douté de leur humanité. D'ailleurs, il est intéressant souvent de constater que dans nombre de conférences, encore trop à mon avis, on commence le propos en disant « je veux vous rappeler que ce sont des personnes comme les autres ». Ne serait-ce qu'en le disant, on a l'impression d'en douter. Comme si quelqu'un rentrait dans cette salle et nous disait « je vous rappelle que vous êtes des personnes comme les autres ». On dit « mais vous en doutez ?» Il y a quelque chose, comme vous êtes des citoyens comme les autres. Vous avez des droits comme les autres. On a à dire évidemment, évidemment. Donc on voit comment il faut passer ce pas. Alors à mon avis, moi c'est ce que j'essaie de développer, je me redis un peu sur ce point, vous m'excusez, mais cette maison, il faut la fonder. Et à mes yeux, elle repose sur 5 piliers que je ne fais que citer, hein, très rapidement, de manière synthétique. Tout d'abord, le premier pilier, c'est vraiment, on l'a déjà évoqué, c'est l'idée de patrimoine humain et social commun. C'est-à-dire, voilà, nul ne peut avoir l'exclusivité de ce patrimoine. Il est commun. Hein. Il est de l'ordre de l'héritage. C'est la ville, c'est l'habitat, c'est les transports, c'est les espaces citoyens, c'est les lieux d'éducation, d'art, de loisirs, etc., etc. Tout ça, c'est un espace. Et je trouve que le terme patrimoine est très intéressant par sa racine même. Patrimonium, en latin, c'est l'héritage du père. L'héritage du père qui est fait pour être transmis, conservé, amendé. Il est commun et il donne un sentiment d'appartenance. Être privé du patrimoine, c'est être privé du sentiment d'appartenance. Tu n'es pas des nôtres. Tu ne peux pas accéder à cette partie du patrimoine. Et c'est vrai que quand on ne le vit pas dans son corps, soi-même, on a un effort pour le comprendre. Ça commence, c'est blessant. Je me souviens, un jour, on était à Lyon 2, il y avait une exposition d'art, et une personne qui était à mobilité réduite, la salle n'était pas accessible. Et on lui a dit, mais on te propose de t'aider, de te transporter. Et il a dit, non, je ne veux pas. Hein, ce patrimoine-là, cet espace-là, lui était interdit, et il n'a pas voulu de cette assistance-là. On comprend ça, on comprend comment c'est blessant de se dire on est un peu de trop dans un espace qui n'est pas pour nous.
Et là aussi, ne le passons pas par perte et profit, sans aucune polémique politique, ça transforme les partitions. Mais nous avons pris un retard considérable sur l'accessibilité. Il y avait un délai de contrainte de 10 ans lors de la loi, je crois que c'est ça. Ça a été détricoté, ça a été rapporté. 2 ans de plus ici, 3 ans de plus là-bas. À l'échelle d'une vie, depuis la loi, le bébé qui est né en 2005, à la fin de cette histoire-là, elle est loin d'être finie, il aura 20 ans. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'une responsabilité collective et individuelle. Ces premiers piliers. Le patrimoine doit être pensé comme commun. Ce n'est pas une fleur que de l'aménager. Deuxième pilier de la maison, c'est que nul n'a l'exclusivité de la norme. Et il y a des expressions qu'il nous faut penser le contraire, en disant il y a des gens issus de la diversité. Et c'est absurde comme expression. Nous sommes tous issus de la diversité. Qui ne l'est pas? Parce que l'humanité est une foule de singularités et l'expression même de la diversité. Donc l'idée de la norme, c'est que toutes les cultures au monde, on n'en connaît pas, qui ne soient pas normatives. Mais c'est comme vous l'avez proposé dans vos propos, c'est se dire à un moment donné, il faut déconstruire l'absolu d'une norme, en se disant que ce qui est normal ici serait anormal ailleurs, et que les normes sont des constructions historiques, culturelles, qui sont faites pour être modelées et remodelées. Elles ne sont pas des absolus. Et on voit bien comment, dans notre société, si on n'y prend pas garde, la norme finit par présider, par dominer, par s'imposer, et donc brimer ou asphyxier les identités. Or, la société inclusive que nous voulons, ce n'est pas une société normalisante. Si se dit tu es dedans parce que tu vas devenir normal comme les autres, c'est une violence inacceptable. Ce n'est pas de l'assimilation, ce n'est pas de la digestion de l'autre. Donc vous voyez, on a intérêt vraiment à réfléchir sur ce terme, faire de l'inclusion, ce n'est pas faire de la normalisation. Troisième pilier, c'est la question de l'équité. Une société inclusive ne peut reposer que sur ce concept d'équité. Et l'équité n'est pas synonyme d'égalité. On va le dire de manière rapide, parce qu'il faut faire bref, on est dans l'inégalité la plus totale, souvent. On est né quelque part avec un potentiel du corps, de l'esprit, dans un pays confortable ou un pays très inconfortable, dans un pays où on mange trop ou dans un pays où il n'y a rien à manger. Et on n'a pas choisi. Et faire de l'équité, c'est tenter de répondre à cette inégalité de nature et de situation par des réponses modulées. Donc on est loin d'une vision dogmatique ou mécanique. La société inclusive serait une société uniforme où tout le monde serait... Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que les vies ne sont pas celles-là. C'est une société équitable. Équitable, qui donne plus à ceux qui ont le moins. Il est inhumain que le moins attire le moins. C'est ce qui déshumanise une société. C'est cela. Quatrième pilier... qui nous amène à différencier quelque chose. Et à mon avis, ça aussi, c'est marquant dans nos sociétés. C'est que souvent on dit, mais tu vois bien qu'on fait ce qu'on peut. Ils ont de quoi vivre. Ils ont la hache, ils ont ceci, ils ont cela. On oublie de dire que c'est assez modique, hein. Mais on le dit. Et donc, il nous faut bien différencier, pour une société humaine, ce qui est de l'ordre de ce qui nous permet de vivre, c'est-à-dire d'assurer nos besoins biologiques, être logé, être soigné, manger, se déshydrater, tout ça, c'est du biologique. Mais ce qui nous permet d'exister, c'est-à-dire nous permet de nous sentir de la communauté humaine. C'est-à-dire, je compte pour quelqu'un. On ne fait pas que me donner les moyens de vivre, on me donne les moyens d'exister. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le sentiment de ne plus exister avant d'avoir fini de vivre. Parce qu'on peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne. Et c'est certainement ça qui doit réinterroger la vie des institutions. C'est pas, je l'ai dit, il ne faut pas les détruire, se dire, mais est-ce qu'on donne encore le sentiment d'exister ? Ou est-ce qu'on attend que le temps passe? Est-ce que ce sont des salles d'attente? Auquel cas, on n'a plus le sentiment d'exister. Et enfin,
je termine par là, une société inclusive nous amène aussi à réagir au phénomène. Alors, là aussi, qu'on peut passer par pertes et profits en se disant ça, ce sont des visions qui sont caricaturales. Non, c'est une réalité sociale. Les vies sont hiérarchisées. Le système est pyramidal. Il y a des vies qui comptent, qui sont célébrées, et il y a encore dans nos sociétés des vies niées et méprisées qui donnent lieu à de l'indifférence. Alors, on n'a pas envie de le voir parce que ça fait mal aux yeux, mais il en est encore ainsi. Et quand on disait ce matin qu'il faudrait démocratiser la démocratie ou redonner un caractère humain, intelligent, décent à nos sociétés, la décence, elle est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... les vies ont le même prix, hein, même si... voilà. Et donc, le défi inclusif, c'est compliqué, parce que ça remet en cause un fonctionnement qui nous est difficile de considérer objectivement, en disant non, on fait la même chose pour tout le monde, on a des si, on a des allocations, etc. Mais qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? C'est pour ça qu'on est très très loin d'une appréciation seulement quantitative. Les chiffres sont utiles, mais ils sont souvent trop commodes pour s'éloigner de la réalité des vies. Voilà, je vous remercie. Eh bien, c'est un peu difficile de passer après ces conclusions de Marcel Gégère et des 5 piliers de l'inclusion selon Charles Gardou. Voilà, enfin, en tout cas, on va partir ce soir, je pense, un peu plus riches les uns les autres, à réfléchir, à essayer d'assimiler un certain nombre de choses. Je voulais juste, avant de libérer la salle, avoir un petit mot de remerciement pour le département, pour l'ARS aussi, qui était présente à l'ouverture et pendant cette journée. Un remerciement à la mairie de Luisan et surtout un remerciement à tous les collègues de l'AFCASA qui ont participé depuis un peu plus de 2 ans à la construction de cette journée. Et ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'à certains moments, avec le confinement, on s'est dit qu'on allait sans doute baisser la garde. Et puis on a tenu, on a continué à travailler là-dessus. Et franchement, je crois que la réussite, enfin il me semble en tout cas, que la réussite de cette journée, c'est aussi la conséquence de tout ce travail qu'on a pu mettre en œuvre. Merci aux personnes et aux parents, en personnes en situation de handicap et aux parents, bien évidemment, parce que c'était un peu quand même l'objet de ce colloque, de vous mettre aussi en avant par rapport à tout ça. Voilà. On essaiera de travailler encore et encore sur cette dynamique-là, de travailler aussi avec le département, avec l'ARS sur cette réflexion qu'on peut mener. Effectivement, en discuter, tu as raison Stéphanie, j'espère que ça va reprendre. Et puis ça n'empêchera pas de nous de vous solliciter et de peut-être mettre en place ce type de journée, parce que je pense que c'est plutôt productif. En tout cas, je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde et merci de votre attention.